Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de l'artiste américain Tony Conrad. Tony Conrad est né en 1950 aux États-Unis, il est décédé en 2016 et son travail est resté assez longtemps méconnu puisqu'il a investi plusieurs disciplines, plusieurs champs dans sa carrière et qu'il était très reconnu dans chacun de ceux-là, mais qu'on a mis beaucoup de temps à recoller les morceaux du puzzle pour s'apercevoir qu'il était l'auteur de toutes ces productions. La rétrospective que le consacre le MAMCO cette année, cet automne, cherche justement à remettre un petit peu en évidence la complémentarité de toutes ces approches-là. Et donc c'est pas chronologique, mais disons plutôt thématique par toutes les phases de sa carrière que sont abordées les différentes salles. Ici, on est dans la première salle, dans la salle pensée comme introductive à sa carrière, qui pose un peu les jalons, à travers notamment la fin de ses études à Harvard et le début de sa transition musicale entre l'académisme du violon qu'il apprend tout enfant et les débuts de la carrière expérimentale qui le caractérise par la suite. Les approches musicales avec toute la scène artistique new-yorkaise de l'époque, le réseau d'amis qu'il a, ça pose aussi un petit peu les débuts de toutes les expérimentations qu'il fera dans d'autres domaines, notamment le cinéma. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit détail qui se trouve dans cette salle, qui est donc la vitrine qui est juste à côté de moi, qui comporte plusieurs sculptures. Tony Conrad, c'est quelqu'un qui travaille le film et qui le travaille de manière tout aussi expérimentale qu'il travaille le son et qu'il travaille la peinture. Son approche, elle est nourrie d'une part d'une économie de moyens fondamentale qu'il traverse en tant que personne. C'est quelqu'un qui vit avec pas grand-chose, qui bricole beaucoup au bon sens du terme, qui bidouille beaucoup avec des éléments du quotidien, avec des éléments artistiques, mais qui l'hybride avec tout un tas d'autres éléments. Et sa conception artistique, elle va dans le même sens, dans une richesse, dans une porosité qui nourrit à la fois les formes et sa démarche. C'est quelqu'un qui travaille le film sur pellicule. À l'époque, c'est les années 60, donc on est vraiment sur du 16 mm, du Super 8. C'est des matériaux coûteux, c'est des matériaux qui ont une durée de vie qui est très limitée, puisque c'est en général des durées de 4-5 minutes maximum à la fois. C'est lourd à stocker, c'est fragile à conserver, et donc il va se servir de circonstances de sa vie personnelle, à savoir l'arrivée de son enfant et une phase un peu domestique de sa vie, pour questionner des nouveaux possibles par rapport au film, puisqu'il ne peut plus forcément travailler la pellicule comme d'ordinaire, de manière classique, et la projeter avec un projecteur. Donc il se dit, je peux faire autre chose. Et ça, c'est un questionnement constant aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un médium? Qu'est-ce que c'est que le film? Qu'est-ce que c'est que la musique? Qu'est-ce que c'est que l'image? C'est l'acception générale, académique, historique, et en même temps, c'est toutes les à côté, toutes les marges autour de ça. Et c'est ce qui va créer vraiment le personnage de Tony Conrad et la richesse de son travail encore aujourd'hui. Donc ici, dans la vitrine, vous avez typiquement les productions expérimentales de Tony Conrad par rapport au cinéma. Quelques années auparavant, il a fait son chef-d'œuvre qui est le Flicker, qui est un travail sur pellicule noir-blanc avec une projection qui fait un effet un peu stroboscope, un peu clignotement, qui l'intéresse beaucoup d'une part sa simplicité, d'autre part ce qu'il va permettre en termes d'effets sur le cerveau, et notamment des questions de contrôle sur l'esprit. C'est quelqu'un comme Julia Scher qui va beaucoup se questionner sur la question de l'autorité, du rapport des autorités, des entités de l'État, des entités du pouvoir, les grandes chaînes de télévision, mais aussi les canaux par lesquels les informations principales sont assénées à la population. Et comment est-ce qu'on va obtenir un effet sur quelqu'un à travers un outil. Le cinéma, pour lui, c'est aussi une manière de questionner ça, et le médium filmique, la pellicule, devient un matériau en soi d'expérimentation. Le Flicker, donc c'est son film qui le fait entrer vraiment dans la scène expérimentale, avec d'autres comme Paul Charitz, par exemple, qui sont vraiment des cinéastes structurels. Et d'une manière un peu plus loufoque, qui le caractérise bien dans sa personnalité, il va faire des choses domestique avec de la cuisine, par exemple, par rapport à ces objets films. Il va donc choisir un assortiment de recettes culinaires, des pickles, des ragoûts, des manières de faire fermenter, de la friture, du rôti, et il va appliquer à ces pellicules toutes ces manières de cuisson, toutes ces manières d'assaisonnement, toutes ces choses-là, et il va en faire des sculptures en réalité, puisqu'il va les mettre dans des bocaux, dans des plats, et il va les présenter en tant que tels. Pour lui, ça c'est faire du film. C'est faire du film parce que c'est utiliser le matériau filmique, mais c'est le présenter d'une manière totalement radicale, totalement différente, mais en même temps qui va créer un décalage et un précédent et qui va entraîner dans son sillage en fait d'autres avancées. C'est une manière d'avancer en parallèle à la fois dans la question sonore, dans la question du cinéma, dans la question de l'image et de la sculpture. Et ces petits pas de côté, quand ça suscite l'interrogation, la critique, voire même la colère
de ses contemporains, c'est une réussite pour lui et ça l'encourage d'autant plus. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit à la fois dans les documents, quelques documents photographiques, mais aussi les objets qui sont présentés là, des manières d'aborder le film et de l'attaquer, en fait, comme s'il attaquait l'histoire du cinéma, d'attaquer des procédés filmiques de manière totalement unorthodoxe, et notamment la forme qui en résulte l'intéresse tout autant que le processus en lui-même. Et pour lui, faire du cinéma, c'est aussi proposer une manière de le regarder, pas nécessairement projeté sur un écran ou pas nécessairement dans une salle noire, mais aussi dans un registre tout à fait vernaculaire, avec des objets comme cela. Ce qui se rapprocherait le plus, peut-être, de la question du cinéma en termes classiques, c'est le sukiyaki. La matière, une fois cuisinée, elle est projetée sur un écran, et c'est une fois qu'elle entre en contact avec la surface qu'elle est réellement film. Et donc là, on serait sur une question de projection. Alors, c'est pas de la lumière et un signal, c'est vraiment un objet, c'est vraiment une action, comme une performance. On pense à des choses qui ont eu lieu dans ces années-là aussi, Gutai, par exemple, au Japon, mais c'est un contact physique et une action physique qui donne lieu à l'émergence de l'image. Ça, c'est vraiment tout à fait intéressant, puisqu'il est toujours dans cette question de la performance, pas au sens exploit, mais au sens artistique du terme, mise en action, mise en mouvement de quelque chose. Et le cinéma, c'est quand même une image en mouvement dans l'absolu. Donc une forme statique ici, est le résultat d'une performance, comme une archive documentaire finalement, et là, elle est vraiment dans l'action, ici pour le sukiyaki. C'est des choses intéressantes parce que ça recoupe plein d'autres choses qu'on a déjà montrées ici au MAMCO ou que vous pourriez avoir en tête, comme la question du quotidien qui s'invite ou de la cuisine avec l'art. On pense à Daniel Spoeri qui colle ses tableaux au piège, par exemple. Mais on pense aussi à plein d'autres choses qui sont beaucoup plus liées à la vidéo. Martha Rosler, par exemple, qui fait ces démonstrations tout à fait ironiques par rapport aux gestes supposément féminins liés aux outils de la cuisine, etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans son temps, qui est des fois, même dans son temps, en décalage par rapport aux mœurs, par rapport aux attendus classiques, et qui se complaît dans justement ce rôle qu'il a un peu d'avant-garde, en fait, d'électron libre, du filtre historique et de la linéarité un peu d'histoire de l'art.